Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer l'épisode, un grand merci aux tipeurs et tipeuses de participer à tous les projets de la chaîne, entre autres le podcast qui va sortir à la rentrée en septembre, un podcast audio dont je vous reparlerai très prochainement. Je ne serai pas le seul à travailler sur ce podcast, j'ai hâte de vous en parler, un grand merci à vous tous et vous toutes de me soutenir dans ces projets, ça me touche très sincèrement. L'épisode d'aujourd'hui, il est consacré à une femme qui s'appelle Yuna Visentin, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est une écrivaine, c'est une autrice. Je vais vous en parler, j'ai trouvé un article sur Ouest France et ensuite une interview d'elle. Elle est brillante. Je suis absolument ravi de la mettre en avant. Ça se passe à Quimperlé, un atelier d'écriture féministe avec l'autrice Yuna Visentin. Lundi 10 juillet 2023, à Quimperlé dans le Finistère, le tiers-lieu culturel L'Artère accueillait l'autrice Yuna Visentin. Elle y a animé un atelier d'écriture féministe. Donc vous la voyez ici à gauche, Yuna Visentin, et là vous avez Mallory Charles du tiers-lieu culturel L'Artère à Quimperlé. Yuna Visentin est agrégée de lettres modernes. Son premier roman, Ila, le réveil des sorcières, paru en 2022, se déroule dans la forêt de Sker. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais lundi 10 juillet 2023, c'est à 25 km de là, dans le tiers-lieu culturel de l'Artère à Quimperlé, qu'elle a posé son pied, non pas pour faire des dédicaces, mais pour animer des ateliers d'écriture féministe. On va se faire aussi un petit détour vers son ouvrage. Cette activité lui tient à cœur. Elle en anime dans toute la Bretagne. Son but ? Partager un moment ensemble autour des luttes communes pour expérimenter le plaisir, le pouvoir et la liberté d'écriture, comme annoncé par l'Artère. L'atelier a réuni plusieurs participantes autour du thème « Le sentiment d'illégitimité ». Les écrivaines en herbe ont pu partager leurs expériences personnelles sur la question, tandis que Yuna Visentin a proposé un temps de lecture d'extraits choisis pour l'occasion afin de nourrir l'étape finale, l'écriture, qui suivait différentes consignes. L'ambiance intimiste du lieu a favorisé les échanges et les réflexions. Les membres de l'Artère sont ressortis comblés de cette rencontre, touchés de la bienveillance, de la sororité et des temps d'échanges riches en émotions pour ponctuer l'atelier. Celui-ci est le premier d'une série à suivre. Déjà, félicitations. Yuna Visentin, je trouve que c'est une superbe démarche. Des ateliers comme ça d'écriture féministe pour lutter contre le sentiment d'illégitimité que certaines femmes peuvent ressentir. Et j'ai retrouvé une interview d'elle, du Café Pédagogique, qui est juste remarquable. J'ai hâte de vous lire ça. Et donc voici les questions qu'on lui pose et vous allez voir que c'est une femme qui est extrêmement engagée. Vous montrez de façon percutante combien l'école, derrière les beaux discours officiels, entretient des oppressions diverses, notamment par des mécanismes d'assignation en résidence, de dépolitisation ou d'invisibilisation. Pourriez-vous en donner quelques exemples emblématiques ? La réponse de Yuna Visentin. L'histoire de l'école me semble bien illustrer ce contraste entre les beaux discours officiels et les oppressions que le système scolaire contribue à perpétuer. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé en faisant des recherches pour écrire ce livre, c'est que l'école que l'on connaît, issue des lois Ferry des années 1880, n'a jamais été tournée vers l'émancipation sociale. Quelques années après la Commune, il s'agissait de former la classe prolétaire pour l'adoucir, pour clore l'ère des révolutions. L'école de la Troisième République, si mythifiée, était un instrument de contrôle social au nom duquel on séparait les enfants à la naissance en fonction de leur genre assigné, et cela pour apprendre aux filles le rôle de ménagères, de domestiques non rémunérés au bénéfice du patriarcat. Les textes de Jules Ferry sont très clairs à ce propos. Difficile en outre de séparer la naissance de l'école du projet colonial quand on voit à quel point Ferry était partisan de la colonisation et de sa logique raciste. Ainsi, l'institution scolaire française n'est pas née avec l'objectif d'émanciper chacune et chacun, elle est plutôt historiquement un système de distribution de place sociale, de hiérarchie, de division du travail et donc d'exploitation. Beau discours de gauche, ça fait vraiment plaisir de lire ça. Deuxième question, cette logique discriminatoire, est-ce qu'elle est toujours là ? Elle répond. Cette logique continue de se perpétuer au niveau institutionnel. Il y a tellement de choses à dire et qui sont dites mais pas visibilisées par l'école sur les discriminations sexistes, racistes, classistes et validistes que subissent les jeunes, mais aussi, ne l'oublions pas, les personnels de l'éducation. Il faut bien comprendre que ces discriminations ne sont pas seulement le résultat des interactions entre élèves ou enseignants et enseignantes, elles résultent également, et c'est le plus grave, des habitudes de l'institution scolaire. Programme normatif, insistance sur une conception excluante de la laïcité, justification culpabilisante des inégalités par le mythe de la méritocratie, exclusion symbolique des savoirs, représentation validiste et binaire des corps, etc. Soyons clairs là-dessus, ces mécanismes de minoration servent une logique d'exclusion. Chapeau, hein. Question suivante.
Origines étrangères et mère isolée, mais réussite scolaire, classe préparatoire, ENS, agrégation de lettres, voilà un parcours que beaucoup considéreraient comme un modèle de la méritocratie française et de l'élitisme républicain. Pourquoi une telle lecture de votre parcours personnel vous semble contestable ? Sa réponse : parce que cette lecture, comme toutes les interprétations mystificatrices, telle essentielle, c'est-à-dire tous les éléments qui jouaient en ma faveur au sein du système inégalitaire et normatif qu'est l'école française. Mais c'est aussi la finalité d'une telle lecture qui me dérange. Ce qu'elle dit, c'est qu'en France, grâce à la méritocratie, tout est possible. Et bien entendu, c'est faux. Commençons par les origines étrangères. Né d'une mère française et d'un père italien, arrivé en France à 9 ans, je me suis très vite aperçu que ma double culture européenne était valorisée par l'institution scolaire, contrairement aux enfants issus de l'immigration postcoloniale dont les doubles cultures sont constamment stigmatisées. J'ai par ailleurs été élevé par ma mère au sein d'une famille monoparentale, ce qui contrevenait donc au système hétéronormatif. Néanmoins, la profession de ma mère a considérablement facilité mon rapport à l'école. Avoir une mère enseignante de langue dans le supérieur, par ailleurs précarisée parce qu'elle n'a pas passé de concours, m'a considérablement aidé à naviguer dans le système scolaire, l'orientation, la relation avec les enseignants. Pour moi, ce camouflage, c'est le propre du mythe de la méritocratie et de l'égalité des chances. En neutralisant les éléments qui jouent en la faveur ou la défaveur de la réussite des élèves, concept qui serait par ailleurs bien entendu à déconstruire dans le système tel qu'il est, il invisibilise l'ensemble des privilèges et des discriminations qui structurent l'accès au savoir pour les jeunes. J'adore. Vous êtes la bienvenue pour parler sur la chaîne quand vous le souhaitez, Yuna, si c'est votre envie. Enseignante, c'est la dernière question qu'on lira. Vous êtes amené à mettre des notes et à remplir des bulletins scolaires. En quoi ce dispositif d'évaluation contribue-t-il selon vous à légitimer l'ordre social ? Et elle répond : la note, ce petit chiffre, code couleur ou lettre, ce n'est jamais qu'une note. C'est un outil de légitimation de la culture dominante. La note, c'est une manière de valider la bonne manière de faire, de dire, de savoir à l'école. Parmi toutes les cultures différentes, les manières de penser, de travailler, d'écrire, de s'exprimer, de savoir, seulement certaines sont valorisées. Noter les élèves, c'est donc, souvent malgré nous, les assigner à des places sociales hiérarchisées, et faire comme si ces places étaient méritées. La notation est donc un système d'organisation sociale, une manière de structurer nos relations et de dire qu'on travaille les uns et les unes contre les autres. Que la société n'est pas un spectacle d'organisation collective, de mise en commun, mais de compétition. Super découverte, je vais l'acheter, Le Réveil des sorcières, je vais le lire et je vous en parlerai sur la chaîne. Si vous souhaitez vous le procurer, le voici, il est sur Babelio. Il a Le Réveil des sorcières, voici le résumé. La forêt du pays de Sker est le berceau d'une magie puissante depuis des siècles. Les femmes y vivent en harmonie avec la nature. Mais les hommes incapables de la maîtriser veulent la faire disparaître. Ils rentrent en guerre contre ces femmes qu'ils accusent de sorcellerie, les réduisent au silence et les séparent de leurs enfants. Une prophétie remet tout en question. Je le lirai, je vous en ferai une critique, je vais me le commander tout de suite. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner à elle sur ses réseaux sociaux. Je suis absolument certain que des réseaux sociaux elle en a. On peut regarder ça tout de suite d'ailleurs. Pour l'encourager dans sa démarche, dans son travail. Moi, je trouve ça remarquable. La compréhension qu'elle a des rapports de domination qui peuvent s'exercer à l'école, par exemple. Le roman qui ressemble à un mélange de féminisme et d'écoféminisme, je ne la trouve pas sur Twitter, pas au premier clic comme ça en tout cas. Ah, peut-être que si. Eh ben la voilà. Non, ça n'est pas elle, décidément. Voilà, moi je suis épaté. Félicitations, je lirai le roman, je le présenterai sur la chaîne. Et moi, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis.